Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Emmanuelle Vaudine, directrice du Centre chorégraphique national, à propos du prochain festival Fahrenheit. Ce sera la 9e édition, à partir du 30 juin. Vous vous souvenez que, hélas, de la fermeture des cinémas et des théâtres à l'annulation des festivals, l'arrêt d'une partie de la culture en 2020 et 2021 a mis à mal toutes les créations qui font travailler notre imaginaire. Heureusement, les artistes ont continué à travailler et nous allons les retrouver avec plaisir. Emmanuelle Vaudine, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice du Centre chorégraphique national, le phare, et je viens m'entretenir avec vous à propos du festival Fahrenheit qui aurait dû avoir lieu le 26 janvier, que nous avions attendu mais avec beaucoup évidemment de doutes, et qui a été reporté bientôt, le 30 juin. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Eh bien oui, dernière édition, on va dire, de ce festival Fahrenheit, puisque je quitterai avec Solène Racapé la direction du phare au 31 décembre, et première édition estivale, on va dire, donc c'est assez rigolo de se dire qu'on termine avec un festival avec un petit goût de nouveauté, et puis un festival qu'on a pu repenser à la lumière de l'été et qui aura lieu du 30 juin au 17 juillet et qui sera une édition vraiment havraise, 100% havraise, puisqu'elle s'est redessinée dans des temps qui n'étaient pas évidemment des temps assez courts. Voilà, donc on a réussi, et je suis assez contente avec l'équipe, à rebâtir ce festival avec aussi des nouveaux partenaires, alors des fidèles partenaires havrais et puis des nouveaux partenaires qui nous ont rejoints, et puis une collaboration aussi avec un été au Havre. Voilà, donc on est sur une édition qui est à la fois plus longue dans le temps et en même temps assez légère, puisqu'on est environ sur un spectacle par jour, donc je crois que on est sur une sorte d'effervescence un peu étalée, voilà, étendue. Vous avez un thème conducteur ? Non, comme d'habitude, on est toujours dans l'édition du festival, c'est d'abord présenter les créations des artistes qu'on a en accueil studio tout au long de l'année. Il y a peut-être une particularité cette année, c'est qu'il y a beaucoup de créations normandes et beaucoup de créations aussi de compagnies havraises, puisqu'on a les PJPP qui viennent avec leur deuxième opus assez attendu. Les galets aux tilleuls sont plus petits au Havre, ce qui rend la baignade bien plus agréable, qui sont au Théâtre des Bains-Douches. Incarnation de la chorégraphe aussi havraise Margot d'Orléans, nos artistes associés avec Courage, un solo de David Brandstatter. On retrouvera aussi Dominique Boivin, qu'on connaît tous. Donc une édition quand même qui fait la part belle à la Normandie et au Havrais. Oui. Avec beaucoup de décentralisation alors ? Alors on retravaille effectivement avec le Volcan, puisqu'on ouvrira le festival avec le nouveau directeur du Centre chorégraphique national de danse contemporaine d'Angers, qui s'appelle Noé Soulier, et qui ouvrira le festival le 30 juin au Volcan avec Les Vagues, à partir de texte de Virginia Woolf, voilà, Les Vagues, très belle danse avec musiciens en direct, percussions en direct, donc ça ce sera au Volcan, avec qui évidemment on travaille sur Fahrenheit depuis le début, puis le Théâtre des Bains-Douches aussi, le MUMA, l'Artothèque, les Jardins Suspendus, parce qu'il y aura 2 propositions en plein air cette année au Jardin Suspendu, donc on est assez heureux de pouvoir proposer Herman Diefuis aussi en ouverture, et puis dans les débuts du festival, et puis Cassil Gaube, qui est un jeune prodige de
la danse belge, voilà. L'association Fort, Un été au Havre, comme je l'ai dit, et puis comme toujours le FRAC Normandie-Rouen qui présente des œuvres un peu en miroir de la programmation qu'on peut faire au phare. Au Jardin Suspendu, j'imagine que vous allez attirer d'autres publics, et puis avec Un été au Havre. Oui, on espère, alors au Jardin Suspendu, mais aussi un peu partout, on espère effectivement bénéficier un peu de la synergie avec Un été au Havre, d'une communication aussi un petit peu autour du festival que Un été au Havre aussi a souhaité mettre en valeur dans le cadre de la manifestation. Donc on est effectivement on se dit c'est une grande première pour nous d'être sur un public qui ne sera définitivement pas le même que celui qu'on a en janvier-février, puisqu'on travaille aussi beaucoup avec les lycées, avec les collèges. Enfin, il y a tout le travail que fait Laetitia Passard, qui est responsable de la culture chorégraphique, qui là, évidemment, comme on est en dehors du temps scolaire, on peut plus vraiment le penser comme ça. Oui. Donc on travaille vraiment maintenant sur un nouveau public dont on espère aussi que, évidemment, il y aura beaucoup de Havrais et Havraises, mais aussi des gens qui viennent à la fois pour Un été au Havre et qui vont découvrir le festival. Donc, surtout que vous avez une affiche magnifique. Alors oui, colorée, on a toujours le travail d'Annette Lenz qui nous émerveille et qui aussi nous permet de faire rayonner le festival bien au-delà du Havre, puisque là, Annette vient tout juste de terminer une grande exposition qui était une rétrospective de son travail au MAC, qui est le musée des arts décoratifs de Francfort, où il y a eu plusieurs salles qui ont été d'ailleurs consacrées au phare et à Fahrenheit et à tout le travail qu'elle a pu mener avec nous et pour nous. Donc du coup cette année en plus on a eu un double affichage, puisqu'il y avait une affiche qui avait été prévue pour l'édition qui n'a pas eu lieu du mois de janvier, et une nouvelle affiche qui est arrivée avec des couleurs encore plus lumineuses, je dirais, qui vont bientôt couvrir les panneaux de co de la ville. Très envie, très envie. Oui, parce que c'est gai. C'est gai, oui, c'est coloré, voilà. Oui. Alors on sort évidemment d'une période qui n'était pas si gaie que cela, mais je ne sais pas comment vous, chorégraphe et avec les danseurs, vous l'avez vécu. Assez difficilement. Enfin, il y a eu différents temps dans ce grand épisode Covid qui a commencé en mars 2020. Voilà, vraiment. Donc, c'est évident que les premiers temps ont été quand même assez c'était plutôt de l'ordre de la stupéfaction, mais ça c'était un peu pour tout le monde, puisque l'arrêt brutal a fait qu'on était tous un peu concernés par une sorte d'inactivité et qui a fait qu'on n'a pas eu trop le temps de se rendre compte exactement de ce qui se passait, et que ça a ouvert des temps de réflexion qui n'avaient pas que qui avaient du bon aussi. Je pense que c'était important aussi à un moment de pouvoir remettre en jeu des actes de réflexion autour de est-ce que tout ce que je fais est important, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui va changer, et puis finalement quand l'activité a pu commencer à reprendre, je dirais que c'est là où ça a été un petit peu compliqué, d'une part parce que pour nous dans la danse ce qui est arrivé n'était pas si clair au début, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop si on pouvait répéter, comment on pouvait répéter. Donc il y a eu un moment, plusieurs semaines de latence, jusqu'à ce que finalement les choses puissent à nouveau reprendre tout doucement, et puis reprendre, on va dire, de manière un petit peu plus franche, puisque les lignes ont été plus claires sur le fait que les professionnels pouvaient répéter. Donc on a très vite pu réaccueillir des artistes ici au phare en création, et puis évidemment mettre en route tout un protocole pour les accueillir. Ce qui a été plus douloureux, c'est que l'équipe a beaucoup été en télétravail ici, comme pour tout le monde, et je crois que on a tous beaucoup souffert de cet isolement et de ces mois de télétravail, à double titre en plus, parce qu'il y avait des artistes dans la maison et qu'il fallait éviter le maximum de croisements. Donc quand des artistes venaient en résidence, on essayait vraiment de privilégier encore plus le télétravail pour éviter qu'il y ait des risques de contamination. Donc tout ça a été assez douloureux. Bon, et puis les artistes ont été aussi, ça a laissé la place à beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'avenir.
à la fois dans le fait de pas pouvoir tout simplement exercer son métier, c'est-à-dire jouer, faire des spectacles, parce que c'est toujours bien de répéter, mais à un moment c'est important de pouvoir jouer. Et puis aussi par rapport au fait que effectivement il y avait un temps inédit qui s'ouvrait et qui s'ouvre, et qui est le report sans arrêt de spectacles, et qui crée un embouteillage dans les créations, ce qui fait que cette absence de visibilité, on va dire, sur un long terme a été et est encore pesante. Oui. Mais l'importance du corps aussi pour les danseurs, ça a sans doute souffert. Oui, bon après je crois que chacun a toujours arrive toujours plus ou moins à s'en sortir pour essayer de travailler et répéter. Après je pense que ce qui est plus compliqué, c'est vraiment le fait d'être dans une interrogation sur l'avenir. Voilà, après moi j'ai une équipe de danseurs qui est assez autonome et qui sait travailler par elle-même. Donc, je dirais que c'est autant physique que mental, en fait, ce qui a été problématique. Oui. Et les deux vont ensemble. Parce que là, on pouvait pas se toucher, se regarder. Oui. Non, alors nous, se regarder, oui, vous n'aviez pas le masque. Non, mais bon, ça ouvre un tas de questions. C'est cette absence de contact, cette absence de visage aussi pour les uns les autres. Donc je pense qu'on va sans doute, on va encore avoir du travail pour re-questionner ce qui nous aura manqué à tous et toutes sur le fait de ne pas pouvoir se toucher, le fait de ne pas pouvoir de ne voir que les yeux de la personne qui est en face de nous. Donc voilà, il y a un traumatisme. Alors on verra combien de temps ça va encore durer, mais je pense que la danse pour le coup va être vraiment ce qui va sans doute nous aider, sans doute aussi à retrouver ce rapport à l'autre. Oui, parce qu'on a le souvenir, par exemple, de magnifiques duos, des duos improbables, originaux, etc. Mais alors là, il va falloir retrouver les gestes, les envies, C'est ça, alors bon, au plateau maintenant, ça fait un moment que nous, avec les danseurs, ne mettent pas leur masque, évidemment, prennent des précautions avant, chacun est quand même très responsable sur le fait d'arriver en studio et d'être, et de se protéger les uns les autres. Donc je pense que les danseurs entre eux, c'est acquis, et après c'est vraiment tout le travail avec les publics, avec les enfants. Là je vois aujourd'hui, ça y est, on a une classe de l'école Pierre et Marie Curie qui est là dans le grand studio, et ça nous a fait ce matin, ça nous a fait vraiment très bizarre de se dire on peut à nouveau accueillir une classe avec des enfants et du monde. Donc c'était très chouette. C'est plutôt, oui, effectivement, j'ai envie de dire, c'est aussi les enfants, c'est aussi les ados, c'est aussi tous ceux qui ont une pratique, et tous ceux qui aiment danser et qui ont été aussi privés de ça. Donc, je dirais, c'est le rapport au corps en général des uns et des autres, quoi. Oui, c'est vrai. Qui est questionnant et qui nous questionne aussi aujourd'hui. Oui. Et là, les enfants sont là, je crois, pour la création jeune public. Alors, ils sont là parce qu'ils travaillent autour de la forêt de glace, qui est la création jeune public que j'ai créée à huis clos en novembre dernier et que je vais présenter en clôture du festival le 17 juillet, et qu'ensuite je jouerai aussi dans le cadre d'une programmation du Volcan en novembre prochain à nouveau. Donc on a fait tout un travail de création autour de la forêt de glace, qui est une pièce qui prend sa source d'inspiration dans un texte, Le Palais de glace de l'écrivain norvégien Tarjei Vesaas, et qui met vraiment en jeu toute la nature norvégienne, puisque c'est une pièce pour laquelle on est parti une semaine en Norvège, à la fois pour tourner des images. C'est un spectacle qui est un peu aux confins de la danse, du théâtre, et aussi du ciné-concert, puisqu'il y a les images sont prépondérantes, dans cette pièce. Il y a à la fois de la danse, à la fois du théâtre, de la musique, donc une pièce un peu aux confins de tous ces médiums-là. Donc Laure de la Motte Legrand, qui a réalisé les images, travaille avec les enfants, avec Violette Anger, qui était mon assistante, autour de cette création-là, pour essayer de revivre un peu ce qui font les fondements de cette pièce. Sinon, vous travaillez sur une prochaine création.
Oui, la prochaine création attraction pour 7 danseurs que j'ai déjà sur laquelle j'ai commencé en juin 2019 et qui sera créée les 12, 13, 14 octobre aussi. C'est une programmation du Volcan qui aura lieu au phare et qui emprunte aux attractions cinématographiques du début du 20e, allez, pour être large, on a travaillé beaucoup autour de à la fois de cette question de ces petits films courts qui étaient des films dans lesquels n'apparaissait pas encore la question de la narration qui aura cours après dans le cinéma, où vraiment on va arriver sur des fictions narratives, mais qui sont plutôt des espèces de courts moments poétiques, surréalistes, oniriques, en travaillant beaucoup autour du livre d'images de Jean-Luc Godard, mais aussi de la question du shortcuts. Donc c'est une pièce avec 180 costumes, 80 attractions, entrées-sorties, et qui est assez dynamique et sur laquelle la question effectivement du rythme et du montage est prépondérante, quoi. Oui, c'est ça, parce que ce qui fascinait dans ces premières images animées, on va dire, c'est le mouvement. Les spectateurs étaient sidérés devant le mouvement, la représentation du mouvement. Tout à fait, et puis aussi la question du surgissement, et puis la question de la durée, la question de... on est parti à la fois de choses... très historiques, tout en les revisitant aussi évidemment aujourd'hui, et puis en travaillant aussi beaucoup la question du collage et des associations d'idées, de sons et d'images. En travaillant beaucoup sur le décalage et en travaillant beaucoup sur cette notion de décalage et de collage un peu inédit ou qui demande en tout cas aux spectateurs de lâcher prise, mais on retrouve des choses c'est comme ce sont des petites séquences qui s'enchaînent très très vite. En fait on avait envie de créer quelque chose qui ne laisse pas le temps de réfléchir, et qui en même temps convoque des choses qu'on connaît déjà, qu'on a entendues déjà. Donc on va passer d'un son du film de Max Ophuls, Le Plaisir, à une musique des Dents de la Mer, en repassant par une séquence de Paris Texas de Wenders, en repassant par donc on saute un peu du coq à l'âne, mais en même temps en travaillant aussi sur un imaginaire collectif, un autre plus individuel, parce qu'évidemment on ne demande pas à ce que le spectateur connaisse nécessairement toutes les sources qui apparaissent, mais ça vient pour brasser un peu aussi notre mémoire à la fois collective et individuelle, quoi. Oui, c'est ça. Ce sera une création de référence, de clin d'œil, Et complètement, de clin d'œil. Alors de référence, oui, je sais pas. Évidemment, certains auront sans doute des moments des références que d'autres n'auront pas, mais ça n'a aucune importance. Après, on est vraiment sur quelque chose qui vient à chaque fois nous étonner, puisque au bout d'un moment, on est sur un enchaînement de très court de tellement de séquences qu'on est obligé de se laisser porter par ce qui arrive et que on laisse tomber la question du sens comme ça, et peut-être que le sens il apparaît après. Enfin, ça c'est un peu comme souvent dans mes pièces aussi, il y a toujours besoin d'un petit temps de déposition après les avoir vues. Oui, donc vous avez travaillé à partir d'images, à partir de films, mais aussi de lectures peut-être. Alors plus d'images, des lectures effectivement, parce qu'il y a toujours j'avais beaucoup travaillé autour de la question de la représentation des émotions à partir du travail de Georges Didier Huberman, le philosophe, et c'est vrai que les attractions, on est vraiment je suis un peu reparti de ce qu'il avait abordé aussi dans cette question de représentation des émotions sur le concept d'attraction et de montage des attractions tel qu'il en parle. Donc ça c'est toujours une nourriture qui m'accompagne. Et après on est beaucoup plus parti à la fois de la question du rythme dans les images et dans le travail de cinéastes comme effectivement comme Godard ou comme son
son co-réalisateur Fabrice Aragno, qui travaille avec lui depuis 20 ans aussi, qui mène son propre travail. Et puis voilà, et après on a été chercher des références nous-mêmes dans des films qu'on aimait ou qui faisaient sens pour nous, voilà, et qui sont à la fois des classiques Oui, j'ai cité le plaisir de Max Ophuls parce que le livre d'images de Jean-Luc Godard se termine sur une séquence du plaisir de Max Ophuls où il y a un couple de danseurs qui dansent une sorte de French cancan comme ça, et la dernière image de Godard, c'est que ce danseur-là s'effondre au sol, voilà. Donc on est parti de cette séquence dansée aussi. On est parti de c'est assez. Il y a des séquences aussi de chez Tarkovsky, du miroir de Tarkovsky aussi, de Paris Texas, de Wenders. Donc on navigue de Keaton aussi. Enfin voilà, donc on balaie quand même des extraits cinématographiques dans une temporalité un petit peu longue, voilà. Et puis on a travaillé aussi avec des sons qui sont extrêmement variés, où Beethoven rencontre de la pop, voilà, on est aussi sur une grande frange, un grand éventail de temps, voilà. Alors le travail, l'inspiration, je la vois, mais il y a aussi un travail collectif, une création un peu collective. Moi je travaille toujours collectivement parce que je ne prends jamais en charge le mouvement, c'est-à-dire que je propose au plateau la thématique de l'improvisation, l'espace, la dynamique, et donc les danseurs me font des propositions. À partir de ce qu'ils proposent, et moi-même je fais du montage, c'est-à-dire que c'est une pièce dans laquelle à chaque fois qu'il y a eu des journées, des improvisations dans la journée, le soir j'arrivais et je montais moi-même, c'est-à-dire je reprenais l'improvisation filmée et je la montais, c'est-à-dire que j'y associais un son, je prenais 10 secondes de telle improvisation que j'allais coller à 10 secondes d'une autre improvisation. Donc c'est une pièce qui a donné lieu aussi à des petits montages comme ça cinématographiques. Et c'est une pièce pour laquelle j'ai vraiment travaillé aussi moi-même la question du montage toute seule le soir. Et on a fait du coup des allers-retours en permanence entre leurs improvisations que moi je montais, donc du coup ils reprenaient des courtes phrases qu'ils avaient improvisées, qu'ils allaient coller avec d'autres phrases. Donc c'est effectivement un travail assez collectif. Je dirais globalement c'est quasiment la même équipe que l'équipe de Cocaine, donc on se connaît suffisamment aussi pour que on puisse aller ensemble dans une même direction. C'est assez facile, je dirais, de réaborder un nouveau travail avec eux parce que la méthodologie elle est toujours un peu la même, c'est-à-dire que on est tous ensemble dans des phases de recherche qui fait qu'ils sont au service de la thématique sur laquelle on travaille, et que ça c'est assez agréable aussi de pouvoir travailler comme ça. Donc le sens du mot attraction, c'est le sens de fête foraine. Complètement. Complètement aussi. On l'a voulu. C'est les montagnes russes, on va dire. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. J'aime bien dire les montagnes russes parce que finalement, il y a l'idée que tout d'un coup, on passe par des hauts, on passe par des bas. En tout cas, on est dans un lâcher prise qui nous oblige à accepter ce qui arrive, quoi. Voilà. Oui, mais ça nous rappelle que le cinéma était un art populaire. Complètement. Absolument. Complètement. Comme la danse, sûrement. Oui. Et puis que c'était intéressant de se re-questionner sur un cinéma qui n'avait pas comme fil conducteur une narration qui est arrivée plus tard et qui a donné lieu aussi au cinéma hollywoodien, etc. On a basculé dans autre chose, quoi. Oui, c'est vrai, avec Méliès. Voilà. Oui. Alors, vous n'avez pas fait de captation pendant cette année Horribilis, mais vous avez quand même travailler sur ce que vous appeliez figurer l'absence. Oui, alors on a été un peu réfractaire à l'idée de mettre en ligne des captations, d'une part parce que en général ce qu'on appelle captation, ce que je fais moi, c'est une pièce qui est que je filme en plan fixe et qui n'a donc aucun intérêt pour le spectateur lambda. C'est plus à destination des professionnels qui ont envie de voir le travail et qui évidemment savent regarder une pièce à la lumière de ce qu'elle est sur le plateau. On a été beaucoup aussi évidemment
tout le monde a été tenté pendant ces moments où le virtuel, où on ne pouvait avoir accès qu'au virtuel. Et je crois qu'on a eu un moment la sensation d'une sorte d'overdose de propositions de tous les côtés, de choses à regarder, et on s'est un petit peu insurgé contre ça. Enfin, nous au Phare, on n'avait en tout cas pas d'appétence pour proposer des choses qui nous semblaient déjà envahir de toute façon. Il y avait énormément de propositions, donc on s'est dit on va pas en rajouter. J'avais juste envie, moi, on n'a pas été sur une communication non plus débordante, parce que voilà, encore une fois, je pense que tout le monde s'est beaucoup essayé de faire beaucoup de choses. Donc on a proposé une petite newsletter, on va dire, une petite publication tous les 15 jours qui s'appelait Figurer l'absence, où j'avais demandé aux artistes qui auraient dû être en résidence à l'instant T au Phare d'écrire quelque chose, ou de faire un petit film ou très court, ou de prendre une photographie, enfin voilà, de proposer un geste artistique pour figurer leur absence, voilà, mais essayer de dire voilà, qu'est-ce que vous auriez fait, qu'est-ce que vous auriez dû faire, ou quel est votre état d'esprit, voilà. Donc on a été assez heureux, parce que finalement beaucoup d'artistes ont répondu présents et ont proposé qui un texte, une photographie, une petite vidéo, voilà, qui a donné lieu à un petit corpus comme ça de formes assez jubilatoires au final. Et puis c'était intéressant pour moi aussi en tant qu'artiste de voir dans quel état d'esprit étaient les autres artistes. Donc c'était aussi un moyen de continuer à poursuivre le dialogue avec les artistes et de leur dire bon voilà, tu en es où, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu peux proposer quelque chose, et ça a été un peu le reflet aussi de leur état d'esprit, et ça c'était une façon aussi de lutter contre cet isolement. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, c'était une jolie idée. Oui, garder le contact et en même temps un aspect de création. Oui, tout à fait. Et moi, je me suis aperçu que les artistes restaient quand même assez créatifs, même si c'était pas pour chorégraphier. Voilà. Oui. Eh bien, Emmanuelle Vaudine, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Alors, on se retrouve évidemment pour Fahrenheit. Oui, dès le 30 juin, avec donc, plaisir. Dès le 30 juin, on regarde vos belles... Il y a beaucoup de spectacles gratuits, beaucoup, voilà. Et la politique, il y a beaucoup de propositions gratuites, tout ce qui est en extérieur est gratuit. Il y a aussi des propositions participatives avec les Master Phare, où le mercredi 7 juillet et le mercredi 14 juillet, on propose des Master Phare in situ. Donc, voilà, on pourra enchaîner plusieurs ateliers, avec les artistes dans la nature. Donc ça c'est un peu la nouveauté, et puis qui sont gratuits aussi. Tout ce qui est au jardin suspendu est gratuit, et après la politique tarifaire est toujours aussi assez intéressante, puisqu'on est sur des spectacles à 5 € et à un pass Fahrenheit à 9 € pour 3 spectacles. Donc voilà, oui, c'est formidable. Donc on espère que le prix ne sera pas un barrage. Voilà. Oui, voilà. Alors on espère que le public va revenir. On espère que le public... Je crois que le public a très envie de revenir. C'est en tout cas ce qui semble arriver là. Enfin, c'est ce qu'on voit un petit peu autour de nous. Ça va être sans doute aussi en partie un nouveau public, parce que je pense que l'été au Havre va permettre d'accueillir aussi sans doute des non-havrais. Donc, mais ça va être une vraie surprise. Voilà. Et on peut consulter votre site, bien sûr. Bien sûr, sur le site de Fahrenheit.fr, on a toute la programmation en ligne. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Emmanuelle Vaudine. Merci. Alors, à bientôt. À bientôt. Au revoir.
C'était Viva Culture, une émission présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier en studio. Nous écoutons en ce moment la chanson de 6 de La Forêt de Glace, la création jeune public d'Emmanuel Vaudine. Je vous rappelle qu'évidemment la culture est durablement affectée par la crise sanitaire, que le secteur culturel, hélas, s'est senti abandonné car son importance dans la société, pour le vivre ensemble ou dans l'économie même, son importance n'a pas été reconnue et nous-mêmes, spectateurs, avons été privés pendant trop longtemps de cette fête que représente pour nous la culture. Alors, retour dans les salles, vite vite, par exemple, pour le festival Fahrenheit. Au revoir, à la semaine prochaine.